Attention, nous sommes sur le point de franchir une étape importante dans l'histoire de l'humanité. Des scientifiques affirment que les 2 prochains siècles seront décisifs pour nous. Resterons-nous à jamais une petite civilisation de type 0 ? Ou partirons-nous à l'assaut des étoiles comme des êtres de niveau supérieur ? Vous ne savez pas ce qu'est une civilisation de type 0, je vous explique. À mesure que notre espèce grandit et se perfectionne, nos besoins en énergie explosent. Et ce n'est pas seulement parce que nous utilisons des sèche-cheveux, mais parce que toutes nos machines ont besoin d'énergie. Nos moyens de transport, nos usines et nos outils de communication. L'échelle de Kardashev permet de mesurer le degré d'avancement d'une civilisation en fonction de la quantité d'énergie dont elle dispose. Selon la plupart des spécialistes, il existe 7 niveaux théoriques de civilisation. Je vous évite une recherche sur Google. On considère aujourd'hui que l'homme se situe à 0,72 sur cette échelle. On n'a même pas encore atteint le type 1. Cette échelle a été inventée par un dénommé Nikolai Kardashev en 1964. Il l'a créée pour nous permettre de rechercher des signes de vie grâce aux signaux émis dans l'espace. Son échelle comporte 3 niveaux principaux qui indiquent la quantité d'énergie à laquelle une civilisation dispose. Au fil des ans, d'autres scientifiques ont ajouté d'autres niveaux, encore plus avancés. Cette échelle ne renseigne pas seulement sur l'énergie, mais aussi sur le niveau de connaissance d'une civilisation. Une espèce est désignée comme étant de type 1 lorsqu'elle peut recueillir toute l'énergie d'une étoile proche pour alimenter sa planète. Cela signifie que nous devrions multiplier notre production par 100 000 pour atteindre ce statut. Certains scientifiques estiment que nous pourrions atteindre le type 1 d'ici 100 à 200 ans. Mais pour cela, il faudrait exploiter toute l'énergie de la planète. Ça paraît incroyable, mais comparé à ce que peuvent y faire les sociétés de rang supérieur, il ne s'agit que d'un niveau de contrôle élémentaire. Le niveau de civilisation suivant est appelé type 2. Ces civilisations contrôlent entièrement leur étoile et utilisent toute son énergie. Nous pourrions y parvenir un jour en construisant une sphère de Dyson. Je vous épargne les détails techniques. Il s'agit d'une sorte de boule géante qui tourne autour d'une étoile et collecte toute son énergie avant de la renvoyer vers sa planète d'origine. Avec une telle quantité d'énergie, rien ne peut détruire une civilisation. Si nous passions au statut de type 2 et qu'un objet de la taille d'une lune se dirigeait vers la Terre, nous pourrions simplement le vaporiser ou l'envoyer vers Jupiter. Les civilisations de type 3 sont des experts en énergie et peuvent traverser la galaxie. Les humains qui évolueront vers ce type de civilisation seront très différents de nous. Ce seront des machines mi-biologiques, mi-robotiques. Et il est possible qu'ils nous méprisent. Je veux dire qu'il est peu probable que vous vous fassiez ami avec une personne de type 3. Il se peut aussi que ces humains possèdent des robots capables de se reproduire et de coloniser la galaxie. Mais leurs déplacements seront limités par les lois de la physique, du moins par celles que nous connaissons aujourd'hui. À moins qu'ils n'inventent un moyen de voyager plus vite que la lumière ou de se téléporter. Et on est encore très loin d'un tel avancement. Kardashev pensait qu'une civilisation de type 4 ne pouvait pas exister. C'est la raison pour laquelle son échelle s'arrête au type 3. Il pensait que ce type était la limite qu'une espèce pouvait atteindre. Certains sont d'accord avec lui, mais d'autres pensent qu'il pourrait y avoir des niveaux encore plus élevés. Les civilisations de type 4 et plus ont été théorisées par d'autres scientifiques. Une civilisation de type 4, par exemple, serait capable d'exploiter toute l'énergie de l'univers et même de vivre à l'intérieur de trous noirs. Leur technologie serait basée sur des lois que nous ne comprenons pas encore et que nous n'avons pas les moyens de découvrir à l'heure actuelle. Le type 5 est encore plus impressionnant. Il s'agit d'un niveau où les êtres ont le pouvoir de contrôler l'univers lui-même. Ils existeraient dans un monde aux multiples univers parallèles. Les humains sont très très loin de ce niveau. Mais si nous prenons soin de notre planète et de nos semblables, peut-être que nous l'atteindrons un jour. Ces civilisations auraient de la capacité de voyager d'un univers à un autre et même d'en créer un, de toutes pièces.
Elles contrôleraient la réalité et leur population serait si nombreuse qu'elles seraient, en théorie du moins, indestructibles. Une civilisation de type 6 serait encore plus puissante. Elle aurait les moyens non seulement de créer et de traverser d'autres univers, mais aussi de contrôler les paramètres de base de ces mondes. Elle existerait dans un grand nombre d'univers différents en même temps et pourrait modifier toutes les lois de la physique que nous connaissons. Elle existerait au sein de plusieurs versions différentes de l'espace et du temps, avec des passés et des avenirs différents. Une civilisation de type 7 ou K7 est capable de voyager et de contrôler l'ensemble de l'omnivers. L'omnivers est un terme qui fait référence à tous les univers, toutes les dimensions et toutes les réalités qui existent. On pense que ce niveau de puissance serait le fait d'un individu plutôt que d'une civilisation. Cette dernière ayant alors fusionné en une seule entité omnisciente, puissante et omniprésente. Mais ralentissons un peu la cadence. Avant d'atteindre tous ces niveaux, il nous faut d'abord atteindre le niveau 1, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela implique? À l'heure actuelle, nous ne sommes pas assez avancés pour être considérés comme une civilisation de type 1, car nos sources d'énergie sont limitées. Bois, charbon et pétrole. Mais il existe de nombreuses autres sources que nous n'avons pas encore découvertes ou utilisées. Il nous faudrait recourir à des sources renouvelables, le vent, le soleil et l'eau, pour répondre à nos besoins. Cette énergie serait si accessible qu'on n'aurait même plus de facture d'électricité. Dans une telle civilisation, l'énergie serait aussi essentielle que l'air. Une stratégie consisterait à transformer les catastrophes naturelles en quelque chose de positif. Par exemple, nous pourrions utiliser les tsunamis pour produire de l'électricité. Ou laisser tomber nos chantiers classiques et utiliser les tremblements de terre pour modifier les sols. En contrôlant les sources d'énergie, nous pourrions également contrôler la météo. Par exemple, nous pourrions envoyer des nuages de pluie vers une région en proie à la sécheresse et aider les populations. Si nous passions un jour au niveau de type 1, nous pourrions peut-être équilibrer la quantité de carbone dans l'atmosphère et contrôler la température de notre planète. Ainsi, les catastrophes naturelles seraient plus faciles à prévoir et moins dévastatrices. En outre, nous serions en mesure de vivre dans des endroits que nous n'aurions jamais cru possibles, sous l'eau, au sommet des montagnes où il gèle, ou dans le désert. Alors, sommes-nous encore loin de ce niveau? Une étude récente s'est penchée sur les différentes façons dont nous obtenons de l'énergie, notamment à partir de combustibles fossiles et de sources renouvelables. Le problème est que toute technique a ses limites. Par exemple, nous disposons d'un nombre limité de matières premières. Dans d'autres cas, les coûts d'exploitation sont trop élevés. Ces chercheurs ont donc adopté une approche prudente pour effectuer leurs calculs. Selon eux, nous pourrons atteindre un niveau d'énergie élevé, mais cela ne se produira pas avant l'année 2371. Ils se basent sur une théorie particulière d'avancement civilisationnel, mais nous pourrions y parvenir d'une autre manière. Et n'oublions pas non plus que la première règle pour devenir une civilisation avancée est de ne pas s'éteindre. Je sais, c'est une évidence. Mais dans notre quête pour exploiter toute l'énergie que notre planète a à offrir, nous devons aussi la protéger du mieux que nous le pouvons. Tant que nous n'aurons pas réussi à voyager aux confins de l'univers, la Terre restera le seul endroit où nous sommes chez nous. Sommes-nous seuls dans notre galaxie? Tiens, on entend les grillons. Oui, nous sommes plutôt isolés par ici. Mais d'autres civilisations se cachent-elles quelque part dans les profondeurs de la Voie lactée? Pourrait-elle être mal intentionnée et représenter une menace pour nous? Comme si nous n'avions pas déjà suffisamment de problèmes. Bien, amusons-nous un peu avec cette idée. Des théoriciens ont étudié l'histoire humaine et certains de nos comportements passés les uns envers les autres. Et tout cela n'est pas très rose, bien sûr. Puis, ils ont supposé que nos voisins galactiques étaient tout aussi paisibles que nous. Et ils ont calculé la probabilité qu'on nous envahisse un jour depuis une autre nébuleuse à partir de ces données. Ils ont déterminé que 4 civilisations pourraient nous vouloir du mal. Elles pourraient par exemple chercher à dominer la galaxie. Ou simplement être désireuses de faire une joyeuse partie de domino. Il se pourrait qu'elles soient très avancées sur le plan technologique ou qu'elles viennent tout juste d'inventer de diaboliques consoles de jeux.
Pour comprendre dans quelle mesure ces cultures pourraient être développées et à quoi nous devrions nous attendre, il existe un moyen de définir leur niveau de menace. Grâce à une méthode appelée l'échelle de Kardashev, on peut analyser le niveau de développement de nos hypothétiques voisins. Avec 3 niveaux différents, elle examine la quantité d'énergie qu'une civilisation pourrait tirer de son étoile, ce qui nous donnerait une idée de son degré d'avancement. Mais cela ne peut inclure que celles qui maîtrisent la communication interstellaire. Toutes celles qui sont encore à se servir de pigeons voyageurs de l'espace sont donc bien sûr exclues. Le modèle de civilisation numéro 1 a appris à exploiter l'énergie du Soleil, mais seulement celle que ses habitants reçoivent sur leur propre planète. On peut penser aux panneaux solaires par exemple. Le modèle 2 est capable d'utiliser cette énergie de manière directe, à l'aide, mettons, d'une sphère de Dyson. Cette dernière permet d'exploiter toute l'énergie disponible car elle est construite intégralement autour de l'étoile. Enfin, dans le modèle numéro 3, la civilisation sait utiliser tout ce que la galaxie peut lui fournir. Elle exploite non seulement l'énergie des étoiles, mais aussi celle des trous noirs, y compris le trou noir supermassif qui se trouve au centre de la Voie lactée. Ces différents niveaux sont importants pour évaluer dans quelle mesure ces civilisations pourraient être avancées. On estime que la Voie lactée a environ 13,6 milliards d'années. Les humains modernes n'existent que depuis 200 000 ans. Et nous n'en sommes encore qu'au modèle numéro 1. Il est effrayant d'imaginer tout le temps que nos voisins ont pu avoir pour se développer. Nous serions un peu des retardataires en comparaison. Si la Terre a tant de retard, c'est qu'elle est située à la périphérie de la galaxie. Les mathématiciens supposent que les systèmes stellaires plus proches du centre ont eu plus de temps pour progresser. En gardant cela à l'esprit, peut-on savoir si d'autres êtres intelligents sont présents et répandus dans la galaxie? En pensant tout ce à quoi la Terre a survécu, c'est un miracle que nous ayons une planète comme la nôtre. Et tout cela nous paraît unique, mais l'est-ce vraiment? Il y a 100 000 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et il y a jusqu'à 200 milliards de planètes, dont environ 300 000 exoplanètes capables d'habiter le type de vie que nous connaissons. Parmi ces planètes habitables, est-il possible de savoir lesquelles pourraient abriter des êtres désireux de nous envoyer un email? On ne va pas s'amuser à compter les individus, bien sûr. L'équation de Drake peut nous donner une estimation approximative si nous calculons la moyenne de quelques facteurs clés. Elle commence par déterminer combien de planètes abritant la vie seraient suffisamment intelligentes pour communiquer. Les chiffres sont énormes, si l'on considère le nombre d'étoiles et de planètes qui les entourent. Et à partir de là, nous réduisons encore ce nombre en ne considérant que celles qui se trouvent dans la zone habitable de leur système solaire. On appelle cette zone la zone boucle d'or, car elle n'est ni trop éloignée de l'étoile, ni trop proche d'elle. Elle se trouve juste où il faut. Nous réduisons ensuite encore plus les chiffres en calculant lesquelles de ces planètes habitables sont théoriquement capables d'accueillir la vie. Et à partir de tout cela, l'équation nous donne une estimation du nombre d'êtres suffisamment intelligents pour communiquer. Les paramètres sont compliqués et l'équation n'est pas facile à expliquer. Mais d'après ces calculs, il pourrait y avoir jusqu'à 100 millions de planètes abritant des civilisations intelligentes. Mais tout comme chez nous, il est très probable que ces civilisations connaissent de grandes difficultés. Il faut ajouter le facteur événement catastrophique à l'équation, les impacts d'astéroïdes, les éruptions solaires, les supervolcans et les supernovas. Et puis il y a aussi l'éventualité de l'autodestruction par la technologie, la domination de l'intelligence artificielle et les nanotechnologies, ou encore les désastres écologiques, l'épuisement des ressources naturelles, ou la stupidité tout simplement. Si nous mettons tous ces éléments dans l'équation, il nous reste environ 15 000 civilisations. Mais que pourraient bien-elles vouloir aux humains? Nous avons une abondance de matériaux qui pourraient leur être très utiles. Prêts à être récoltés, faciles à obtenir. En plus de la grande quantité d'eau qu'elles pourraient aspirer, l'hydrogène étant un élément indispensable au combustible des fusées. Pourtant, ces choses ne sont pas vraiment rares dans la galaxie. Et elles pourraient être obtenues plus facilement dans d'autres systèmes solaires ou sur des astéroïdes moins éloignés. Notre technologie, toutefois, pourrait les intriguer. Toute la palette des innovations réalisées d'un continent à l'autre nous a ouvert des voies technologiques extrêmement variées et prometteuses. Il est possible que ces autres civilisations aient suivi des chemins complètement différents et n'aient pas fait autant de découvertes aussi capitales. Pense au karaoké, par exemple. Même chose en ce qui concerne les sciences appliquées, et leurs sciences en seraient grandement affectées. Du coup, la nôtre leur apporterait de précieuses solutions. Ensuite, il y a cette chose parmi les plus rares dans la galaxie, le fait que la Terre puisse accueillir la vie.
Un voyageur intergalactique y verrait une aubaine. Il n'y aurait pas à adapter la planète afin de la rendre hospitalière. Alors pourquoi ne pas simplement la prendre ? Ce confortable avant-poste ferait une charmante petite destination de vacances ou prendre du repos entre deux conquêtes. Heureusement, il est peu probable qu'ils aient envie de nous manger, ou qu'ils aient d'appétit pour quoi que ce soit sur Terre. Il leur faudrait posséder un système biochimique similaire pour cela, avec des enzymes capables de traiter les molécules qui nous composent. Ouf ! Mais il reste très probable qu'ils souhaitent éliminer toute concurrence. La plus grande menace pour eux, c'est tout ce qui pourrait constituer un défi à leur domination. Mais n'aie pas trop peur. Tout cela n'est fondé que sur le comportement humain. Il est très possible que ces êtres ne ressentent pas nos émotions les plus communes. Par exemple, leur capacité à se mettre en colère pourrait être limitée. Ils pourraient même très bien avoir évolué sans elle. Ils pourraient venir d'un monde très différent du nôtre, plus paisible, et ce serait le terrien, alors le méchant de l'histoire. Mais ils pourraient également manquer d'empathie et des autres traits positifs qui nous caractérisent. Espérons qu'il n'ait que nos traits positifs. Par chance, il est impossible de ne pas prendre en compte le facteur distance. La galaxie est immense et il faut beaucoup de temps pour aller d'un endroit à un autre, même jusqu'au plus proche système solaire voisin. L'objet le plus rapide que nous avons envoyé dans l'espace est la sonde Galileo, qui voyage jusqu'à 170 000 km/h. Même à cette vitesse, il nous faudrait 72 000 ans pour atteindre le système stellaire le plus proche, Alpha Centauri. Avec une sonde guidée par laser pouvant atteindre 1/5 de la vitesse de la lumière, il faudrait une vingtaine d'années pour faire le voyage. La Voie lactée fait plus de 105 700 années-lumière de diamètre. Si une civilisation était capable de voyager à la vitesse de la lumière, il lui faudrait des centaines de milliers d'années pour aller d'un bout à l'autre. Avec toute la distance qui sépare ce petit nombre de civilisations calculées, la seule possibilité de contact serait le développement très avancé de technologies de transport interstellaire. Mais pour effectuer un voyage aussi long, plus la masse à accélérer est importante, plus il faut d'énergie. Il est donc peu probable que des objets très grands soient envoyés. Ils pourraient cependant voyager jusqu'ici très rapidement dans une petite navette capable de transgresser les lois de la vitesse cosmique. Et peut-être sont-ils déjà ici, à nous observer ou à regarder Netflix. Mais selon les calculs des scientifiques, seules 2 des 15 civilisations mentionnées seraient capables d'atteindre un niveau de développement supérieur et suffisant. Cela signifie qu'il y a 0,01% de chances que des civilisations mal intentionnées nous rendent visite bientôt. S'ils savent que nous existons, et s'ils veulent entrer en contact avec nous, il leur faudra probablement des milliers, voire des millions d'années pour y arriver. Nous pouvons donc nous détendre encore un moment, par exemple. Savais-tu que les humains sont des créatures de l'espace ? Tu es né dans l'espace. Et oui, même moi, je suis né dans l'espace. Nous sommes tous nés dans l'espace. Mais pour que nous autres humains soyons ici sur Terre, il a fallu réunir tant de conditions qu'il était hautement improbable que nous puissions un jour exister. Mais pourtant, nous existons. Tout d'abord, et comme toutes les autres créatures de l'espace qui existent peut-être, il fallait que nous fassions notre apparition sur une planète en orbite autour d'une étoile jaune, pas une étoile rouge, ni une étoile bleue. Pas une étoile bleue car elle se consume trop rapidement, en quelques millions d'années, et l'évolution n'aurait pas suffisamment de temps pour opérer et produire des êtres intelligents. Les étoiles bleues ont aussi une fâcheuse tendance à grossir et à devenir rouges, quand elles s'effondrent et explosent. Il est donc très improbable qu'une civilisation puisse se développer autour d'une étoile bleue. Le voisinage des étoiles rouges, qui sont de loin les étoiles les plus nombreuses, ne présente pas non plus les conditions idéales au développement d'une civilisation intelligente. Une étoile rouge est si froide et si peu brillante qu'il faudrait que la planète candidate se trouve sur une orbite extrêmement rapprochée, ce qui l'exposerait malheureusement à des rayons X d'une intensité fatale. Donc, bien que les étoiles rouges soient les plus nombreuses et qu'un grand nombre de planètes gravitent autour d'elles, elles ne sont absolument pas susceptibles d'accueillir une forme de vie intelligente et civilisée comme la nôtre. Il reste donc les étoiles jaunes, soit environ 10% de la totalité des étoiles. Cependant, une condition capitale doit être remplie avant qu'on puisse même envisager la possibilité d'un tel développement. Il faut encore que l'astre soit une étoile de 3e génération. Seules les étoiles de 3e génération contiennent une diversité chimique suffisante pour assurer la survie des formes de vie avancées.
Chaque fois qu'une étoile explose, des éléments lourds et complexes sont générés. L'explosion expulse ces éléments qui trouvent leur chemin vers une nébuleuse. La gravité au sein de la nébuleuse forme ensuite progressivement la prochaine génération d'étoiles, et ainsi de suite. Notre corps a besoin de calcium pour son squelette et ses dents. Notre cerveau a besoin de zinc pour que les signaux électrochimiques qui nous font bouger, sentir et penser soient créés. Notre sang a besoin de fer. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, nos corps avaient donc besoin d'une étoile jaune de 3e génération pour exister. Étonnamment, tous les différents éléments de l'univers, la totalité des 94 éléments naturels, de l'hydrogène au plutonium, se trouvent sur Terre. C'est peut-être pour cela que nous sommes là. Et nous pouvons remercier notre Soleil, cette naine jaune de 3e génération. Pourquoi jaune ? Parce que les étoiles jaunes brûlent de façon très régulière, par fusion nucléaire, sans que leur luminosité ne change de façon significative sur des milliards d'années. Si notre Soleil devenait seulement 6% plus brillant ou moins brillant, la Terre deviendrait trop chaude ou trop froide et la civilisation disparaîtrait. Heureusement, la Terre se trouve dans la zone habitable du Soleil. La zone habitable est l'endroit où l'eau liquide peut exister sur une planète. Mais cela nous amène à la 2e condition nécessaire pour que la vie intelligente puisse voir le jour dans l'espace. La planète elle-même. Des études récentes, menées grâce au télescope Kepler, ont montré qu'un quart de toutes les étoiles naines jaunes pourraient abriter des planètes semblables à la Terre dans leur zone habitable. Ce chiffre est quelque peu discutable. Et il est possible qu'il se réduise en réalité à une seule naine jaune sur 33. Mais cela fait quand même beaucoup de planètes en orbite dans la zone habitable d'étoiles jaunes. Penchons-nous donc à présent sur la 2e condition essentielle au développement d'une forme de vie intelligente dans l'espace. La nature de la planète elle-même. La planète candidate devra posséder un très grand nombre de caractéristiques très particulières et extrêmement rares. Il faut de surcroît que ces caractéristiques soient toutes réunies. La plus importante, c'est que la planète doit être protégée de l'étoile même autour de laquelle elle gravite et qui lui donne la vie. Comme les étoiles brûlent par fusion nucléaire, les gaz de l'enveloppe extérieure du Soleil, appelés couronnes, sont projetés dans l'espace sous la forme de ce qu'on appelle le vent solaire. Les satellites américains mesurent en permanence la force du vent solaire, qui est principalement composé de noyaux d'hydrogène électrifiés, ionisés, et de noyaux atomiques provenant des nombreux autres éléments présents dans le Soleil. Ce n'est pas que l'atmosphère qui protège la Terre, c'est la magnétosphère qui arrête ou dévie le dangereux vent solaire, provoquant des aurores lorsque le vent solaire est attiré par les pôles magnétiques de la planète et électrifie l'air de la haute atmosphère comme une ampoule fluorescente. Sans magnétosphère, toute planète, même celle qui se trouve dans les zones habitables, serait grillée par une pluie constante de noyaux d'hydrogène ionisés provenant de son étoile. Une planète abritant la vie doit avoir une magnétosphère suffisamment forte pour dévier le vent solaire. Toutes les planètes de notre système solaire ne possèdent pas une magnétosphère. Les planètes géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont des magnétosphères, mais les planètes gazeuses ne peuvent pas abriter de civilisation. Parmi les mondes solides, seuls la Terre et Mercure ont des magnétosphères, mais Mercure est trop proche du Soleil pour être protégé contre le vent solaire. La Terre possède un autre bouclier qui la protège du Soleil, c'est son atmosphère. L'atmosphère a une épaisseur d'environ 483 km, mais elle est en grande partie concentrée dans un rayon de 16 km autour de la surface de la Terre. L'atmosphère protège la vie sur Terre des rayons ultraviolets, UV et des rayons X du Soleil. Son gaz, l'ozone, qui est constitué de 3 atomes d'oxygène liés en une grande molécule présente dans la haute atmosphère, empêche la plupart des rayons UV du Soleil d'atteindre la surface. La planète Mars, dont l'atmosphère est 1000 fois plus rare que celle de la Terre, n'a pas d'ozone, et les émissions d'ultraviolets du Soleil ont totalement irradié sa surface. Une planète doit être capable de stopper le rayonnement UV de son étoile. La composition spécifique de l'atmosphère est donc essentielle pour qu'une planète puisse abriter une civilisation intelligente. Nous sommes chanceux, mais il s'agit d'un mélange rare et fragile. La planète doit posséder, au moins en partie, une surface solide sur laquelle on peut marcher et travailler. Elle doit avoir une croûte. Des civilisations sous-marines ou qui flotteraient dans l'atmosphère de leur planète relèvent absolument de la science-fiction. La croûte d'une planète doit avoir des plaques tectoniques qui bougent. Le mouvement des plaques tectoniques crée la subduction de la croûte. La subduction, c'est quand une plaque tectonique glisse au-dessous d'une autre.
apportant un renouvellement de matière à la surface. Ce renouvellement des propriétés chimiques de la planète empêche ce qu'on appelle l'équilibre chimique dans lequel plus rien n'est réactif. Les tremblements de terre et les volcans contribuent également au processus de renouvellement géochimique. Mais oui, les tremblements de terre et les volcans sont bénéfiques. La subduction des plaques tectoniques est donc une autre condition indispensable à la vie. Mars n'a pas d'activité tectonique, Vénus et Mercure non plus. Mercure est une seule grande plaque tectonique, mais il n'y a pas d'activité en cours, à part un léger rétrécissement. L'une des principales raisons pour lesquelles ces planètes n'abritent pas de vie, c'est qu'il n'y a pas de réactivité géochimique, car il n'y a pas de subduction tectonique. Et cela nous amène à la Lune. Oui, la Lune. Affirmer que la Lune assure notre survie te semblera peut-être bien capillotracté, mais la contribution de la Lune à la vie sur Terre est essentielle. Tout d'abord, la gravité de la Lune, lorsqu'elle se déplace dans l'espace avec la Terre, ne fait pas que provoquer le flux et le reflux des marées océaniques. Elle aide aussi la Terre dans sa rotation à remuer le magma qui se trouve en son sein. Le mouvement du magma à l'intérieur de la Terre, avec sa forte teneur en métaux, contribue au renouvellement de la magnétosphère de la Terre. La Lune nous protège donc dans l'espace en faisant de notre planète une géodynamo, génératrice de magnétisme. La Lune est le plus gros satellite du système solaire par rapport à la taille de la planète autour de laquelle elle orbite. De nombreuses personnes considèrent que le couple Terre-Lune est un système de planètes doubles, mais ça, c'est un autre sujet. Une autre chose que fait la Lune pour préserver la vie sur Terre est de maintenir la stabilité de notre cher globe. Comme la Lune est en état de verrouillage gravitationnel par rapport à la Terre, elle agit un peu comme la perche d'un équilibriste. Par conséquent, la Terre n'oscille pas beaucoup comparée aux autres planètes. Cette oscillation est appelée libration. Si la Terre oscillait autant que Mars ou Saturne, non seulement notre météo serait complètement chaotique, mais l'agriculture serait peut-être impossible. Ces circonstances astronomiques rares, ou peut-être uniques, se conjuguent pour rendre la Terre habitable pour l'humanité. Il y a de nombreux autres facteurs non astronomiques, comme les facteurs évolutifs, biologiques et chimiques nécessaires à l'existence de la vie sur Terre. Les probabilités, ou improbabilités, se multiplient. Tout bien considéré, nous avons beaucoup de chance d'être ici. En fait, nous sommes tellement chanceux que nous avons peut-être touché le jackpot. En considérant tout cela, il semble extrêmement incertain que cette perfection se répète ailleurs dans l'univers. Des dizaines de vaisseaux spatiaux et des centaines de sondes décollent de la Terre et se dirigent vers la sœur jumelle de notre planète, Vénus. Elle est de taille similaire à la Terre et pèse environ 80% de la masse de notre planète. Les températures y sont trop élevées pour les humains et on n'y trouve pas l'air que nous avons l'habitude de respirer. Mais nous y sommes allés car les scientifiques ont récemment trouvé des traces de phosphine, ce qui suggère que la vie pourrait s'y trouver. La phosphine est un gaz provenant de divers microbes et bactéries. L'humanité fait donc ce voyage pour découvrir cette potentielle forme de vie. Avec notre technologie, un vol vers Vénus prendrait entre 3 mois et demi et 6 mois et demi. Mais nous y sommes finalement arrivés. Des vaisseaux spatiaux atterrissent sur la planète. Et lorsque les premiers humains arrivent à la surface, ils voient des déserts brûlés par la chaleur, des lacs de lave et des geysers d'acide toxique. Et c'est tout. Les scientifiques ont mal calculé les données du radiotélescope. La phosphine n'a jamais existé sur Vénus. Alors on retourne aux fusées et on se prépare pour un plus long voyage à travers notre galaxie. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir pas moins de 36 civilisations similaires à la nôtre dans la Voie lactée. Elles pourraient abriter des organismes vivants complètement différents de nous, qui auraient des corps ou des yeux différents des nôtres et qui pourraient marcher et parler d'une manière très différente de la nôtre. Mais une civilisation avancée a plusieurs critères, des progrès technologiques et l'utilisation d'une communication développée entre les individus. Ces civilisations doivent donc explorer l'espace, construire des villes et être capables de communiquer entre elles en tant qu'espèces indépendantes. Observons notre galaxie et tentons d'identifier ces mondes civilisés. La Voie lactée est une spirale de 100 000 années-lumière d'un bout à l'autre. Si une étoile naît à l'une de ses extrémités lors d'une explosion surpuissante, la lumière de cet événement n'atteindra l'autre extrémité que 100 000 ans plus tard.
Il y a environ 100 milliards d'étoiles et près de chacune d'elles, il y a peut-être des mondes similaires à notre système solaire. Essayons de trouver ces mondes habitables à l'aide de filtres géants. Tout d'abord, cherchons des étoiles contenant beaucoup de fer. De telles étoiles brûlent à la température parfaite pour le développement de la vie. Et le fer présent dans le système stellaire aidera à former les noyaux des planètes qui accueilleront une autre civilisation. En passant la Voie lactée au filtre, on peut voir qu'il y a trop d'étoiles qui correspondent à cette description. C'est pourquoi nous avons besoin d'un autre filtre. Maintenant, trouvons des étoiles qui ressemblent au Soleil dans cet amas. L'étoile doit être environ 100 fois plus grande que la Terre et 333 000 fois plus lourde. Un critère important est l'âge de l'étoile. Lorsqu'une étoile vieillit, elle commence à se dilater et se transforme en géante rouge. À ce moment-là, elle peut absorber les planètes qui l'entourent. La vie d'une telle étoile peut se terminer par une énorme explosion qui détruit tout ce qui l'entoure. L'étoile que nous recherchons doit donc être relativement jeune. Utilisons à nouveau notre filtre. Il y a moins d'étoiles, mais encore beaucoup quand même. Maintenant, concentrons-nous sur les planètes. Elles doivent se trouver dans la zone habitable de l'étoile. Pas trop près d'une étoile, car la température serait alors trop élevée pour que la vie puisse naître. Mais pas trop loin non plus, sinon la planète ne serait alors qu'un bloc de glace sur lequel rien ne vit. La température de la planète doit permettre à l'eau de rester liquide. Un autre critère est l'âge de la planète candidate. Il faut du temps pour qu'une civilisation avancée se développe. D'après l'expérience de la Terre, les scientifiques pensent qu'il faut au moins 4,5 milliards d'années pour qu'une forme de vie évolue jusqu'au niveau humain. Nous recherchons donc des planètes similaires à la Terre ou plus anciennes. Nous utilisons notre filtre une dernière fois et voilà, nous avons 36 mondes où une civilisation avancée est possible. Les scientifiques ont mené cette étude et l'ont publiée en avril 2020 en se basant sur ces mêmes critères. Il ne reste plus qu'à découvrir ces civilisations et à établir le premier contact. Nous pouvons détecter une telle civilisation en analysant les ondes radio qui en proviennent. Supposons qu'il y ait une planète A sur laquelle se trouvent des organismes vivants primitifs. Des millions d'années d'évolution et ils deviendront une civilisation avec une technologie avancée. Les ondes radio seront leur moyen de communication. Ensuite, la planète entière émettra des ondes radio comme une étoile émet de la lumière. Et ici, sur Terre, nous pouvons capter ce signal avec des antennes pointées vers l'espace. Mais il y a un problème avec la distance entre les planètes. Mettons que la planète A se trouve à 1000 années-lumière de la Terre. Lorsque la planète A commence à émettre des ondes radio, ces signaux ne nous parviendront que 10 siècles plus tard. Nous avons appris à émettre et à recevoir des ondes radio en 1895. Et si la civilisation de la planète A a émis un signal radio au même moment, nous ne pourrons pas capter ce signal avant 2895. Il en sera de même sur la planète A. Nous avons envoyé un message sous forme de signal radio dans l'espace en 1974. Dans ce signal, nous avons encodé notre système de chiffres, l'ADN humain et des informations sur notre système solaire. S'il y a une civilisation avancée sur la planète A, elle ne pourra recevoir ce signal qu'en 2974. Et nous devrons attendre un autre millénaire pour obtenir une réponse de leur part. Un autre problème avec les ondes radio est qu'elles ne ressemblent pas à une lueur constante sur la planète, mais à une éruption. Les ondes radio ne sont utilisées qu'à un certain stade de la civilisation. Au début, c'est la principale méthode de communication, mais ensuite, nous commençons à utiliser les téléphones portables, la télévision par câble et la fibre optique. Et à mesure que la technologie progresse, la lumière des ondes radio commence à s'estomper. Il ne nous reste donc qu'environ 100 ans d'utilisation active de la radio par la civilisation pour la trouver. Un jour, nous avons capté un étrange signal radio d'origine inconnue. Ses caractéristiques suggéraient que ce signal avait été créé artificiellement, peut-être par une civilisation de l'espace ou un vaisseau spatial de passage. D'autres recherches sur ce signal n'ont donné aucun résultat, ce qui a donné lieu à de nombreux débats et théories sur ce qu'il était vraiment. Il aurait pu s'agir d'un signal provenant de la Terre et réfléchi par un satellite volant dans le ciel. Ou cela aurait pu être les traces d'une comète située à quelques années-lumière. Mais supposons que c'était une civilisation de l'espace, l'une de ces 36 qui existent probablement. Maintenant, nous devons entrer en contact avec elle. Nous jetons donc nos bagages dans une fusée et partons en direction de la planète supposée. Nos fusées peuvent voler à 28 300 km/h. Cela signifie qu'une fusée pourrait traverser la largeur des États-Unis en seulement 8 minutes. Mais même si une civilisation avancée vivait près de notre étoile la plus proche, Proxima Centauri, il nous faudrait environ 73 000 ans pour y arriver.
Et même à la vitesse de la lumière, cela prendrait 4,2 années. Nous devons donc d'abord résoudre le problème des voyages interstellaires. Nos scientifiques prévoient d'atteindre environ un quart de la vitesse de la lumière au moyen d'un laser. Un puissant rayon provenant de la Terre poussera une sonde microscopique dans la bonne direction. Cette sonde pourrait atteindre notre destination en 17 ans environ. Et dans 4 autres années, lorsque le signal qu'elle émettra atteindra la Terre, nous saurons s'il y a une civilisation avancée. Une autre possibilité pour voyager plus vite que la lumière est la métrique d'Alcubierre. Le vaisseau spatial devrait comprimer l'espace devant lui et l'étirer derrière sa queue. Nous pourrions alors atteindre n'importe quel point de l'univers en quelques secondes, littéralement. Mais un tel voyage reste un fantasme pour nous. Nous pouvons peut-être nous rendre dans différents coins de l'univers grâce à des trous de verre. Ce sont des raccourcis semblables à des tunnels. Mais il y a un problème. Ces trous de verre pourraient se trouver à l'intérieur de trous noirs. Ce sont les objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si denses que même la lumière ne peut pas s'échapper de leur piège. Nos vaisseaux spatiaux ne supporteraient pas non plus la tension. Il existe aussi une théorie selon laquelle la Terre est unique car elle est née dans des circonstances totalement accidentelles. Il y a 4,5 milliards d'années, notre planète était un bloc de lave qui commençait à refroidir et à se solidifier. Mais sa tranquillité a été rompue par le passage d'un astéroïde de la taille d'une planète entière. La collision s'est produite à un angle tel que la Terre n'a pas été complètement détruite, mais une partie de l'astéroïde est restée dans notre orbite. Ce rocher lourd, près de notre planète, a stabilisé la rotation de la Terre, et l'interaction gravitationnelle avec le débris géant a provoqué le réchauffement de notre noyau. De plus, l'astéroïde a apporté beaucoup d'eau sur Terre. Une telle collision est extrêmement improbable, aussi improbable que de gagner à la loterie plusieurs fois de suite. À ce jour, nous n'avons aucune raison de croire que la vie dans l'espace existe, tout comme nous n'avons aucune raison de croire qu'il n'y a pas d'autres civilisations avancées dans l'univers. Une puissante explosion de rayons gamma d'une demi-seconde seulement a eu lieu, et elle a libéré une énorme quantité d'énergie. C'était plus que notre Soleil pourrait produire en 10 milliards d'années. Ce bref flash a illuminé tout le ciel. Ensuite, une lueur beaucoup plus douce et plus durable est venue le remplacer. Les astronomes ont examiné ce phénomène à l'aide de rayons X, d'ondes gamma, d'ondes optiques et d'ondes infrarouges. Il s'est avéré que l'on avait vu un magnétar qui venait de naître pour la toute première fois. Il s'est probablement formé après la fusion de 2 étoiles à neutrons. Cette fusion a donné lieu à une kilonova, l'une des plus brillantes et des plus grandes explosions stellaires. Sa lumière a finalement atteint notre planète le 22 mai 2020. Imagine une énorme étoile, au moins 5 fois la masse de notre Soleil, qui arrive à la fin de sa vie. Cela peut être dû au fait qu'elle n'a plus de combustible nucléaire. Si c'est le cas, l'étoile commence à se refroidir. La pression à l'intérieur chute et la gravité commence à se resserrer vers l'intérieur. Et soudain, plus d'1 million de fois la masse de notre planète s'effondre en 15 secondes. Cela se produit si rapidement qu'une énorme onde de choc fait exploser la partie extérieure de l'étoile. Cela produit un éclat de lumière aveuglant. Cette puissante explosion s'appelle une supernova. Ce qu'elle laisse derrière elle est un noyau incroyablement dense entouré d'un énorme nuage de gaz chaud appelé nébuleuse. Si l'étoile est suffisamment grosse, plus de 10 fois la taille de notre Soleil, elle se transformera probablement en un trou noir. Sinon, elle se transforme en une étoile à neutrons. Il s'agit en fait d'un noyau géant, c'est-à-dire la partie centrale d'un atome. Ces étoiles sont principalement composées de neutrons et leur taille dépasse rarement les 30 km de diamètre. À titre de comparaison, notre Soleil mesure près de 1,4 million de kilomètres de diamètre, soit 109 terres mises côte à côte. Mais ne te laisse pas impressionner par cette taille relativement minuscule. Toute étoile à neutrons est au moins 1,5 fois plus lourde que notre Soleil et possède un champ magnétique très intense. Si tu devais prélever une seule cuillère à café de l'intérieur de cette étoile, cette matière pèserait plus d'1 milliard de tonnes. Cette densité est tellement forte que les étoiles à neutrons font partie des objets les plus énormes connus. Le prochain arrêt est un trou noir. Lorsque 2 étoiles à neutrons fusionnent, elles en créent le plus souvent une nouvelle, beaucoup plus lourde. En quelques millisecondes ou même en moins, cette étoile s'effondre en un trou noir. Mais les astronomes qui ont examiné le flash de lumière enregistré en Mars pensent qu'il pourrait y avoir une autre issue. Ils sont presque sûrs d'avoir vu quelque chose de jamais observé auparavant, la naissance d'un magnétar. C'est une forme rare d'étoile à neutrons avec un champ magnétique ultra fort.
Il est 1000 billions de fois plus fort que celui de notre planète. Ce champ est également si puissant qu'il chauffe la surface de l'étoile jusqu'à 10 millions de degrés Celsius. En d'autres termes, les magnétars sont les aimants les plus puissants de l'univers. Leurs champs magnétiques peuvent sérieusement perturber le voisinage. Les atomes qui auraient la malchance de se trouver assez près d'une étoile de ce type seraient étirés en lignes fines comme des crayons. Si tu te retrouvais à plusieurs centaines de kilomètres d'un magnétar, eh bien, franchement, ça finirait mal pour toi. Le champ magnétique perturberait d'abord ta bioélectricité. Cela signifie que tes impulsions nerveuses ne fonctionneraient plus. Même tes molécules changeraient sous l'influence du champ de l'étoile. Au final, tu disparaîtrais presque entièrement. Si un magnétar volait à moins de 160 000 km de notre planète, il effacerait les données de toutes les cartes de crédit du monde. Tu es en train de rouler vers la maison de ta sœur quand, tout à coup, le ciel change d'aspect. L'air automnal, jusqu'alors frais, devient brûlant en l'espace de quelques instants. Les gens qui faisaient des promenades ont maintenant enlevé leur veste et transpirent. Les gens qui prévoyaient de partir en week-end au ski ont annulé leur plan à la dernière minute pour se rendre à la plage. C'était le coucher du soleil, mais le ciel est devenu aussi clair que le jour. Tu attrapes tes lunettes de soleil et continues à conduire. Rien ne semble normal, mais les gens ne paraissent pas s'en soucier. Tu allumes la radio et tu entends tout le monde paniquer à propos du soleil, rien n'est cohérent. Ils mélangent leurs mots et disent des dizaines de choses différentes en même temps. Tu sors ton téléphone et il se passe la même chose sur les réseaux sociaux. Rien n'est compréhensible. Il y a juste des gens qui parlent de la façon dont le soleil se rapproche de la Terre. Des pas claquent le long d'un couloir tranquille. Un homme vêtu d'un costume cintré se rend à l'une des réunions les plus importantes de sa vie. Adam traverse la salle de réunion alors que tout le monde attend d'entendre ce qu'il a à dire. En tant qu'astrophysicien en chef, il incombe à Adam de comprendre ce qui se passe et de ne pas le faire savoir au public. Sinon, le monde entier succombera à la panique et à l'hystérie collective, ce qu'il faut à tout prix éviter. Il prend place en bout de table, tandis que tout le monde attend d'entendre ce qu'il a à dire. L'atmosphère est tendue et personne ne dit un mot. Il enlève ses lunettes et les pose sur la table. Tout le monde observe le moindre de ses gestes. Il sort quelques feuilles d'un dossier et commence à lire. Sa voix brise le silence de la pièce. Chers collègues, j'ai bien peur que le pire ne nous attende. Après d'innombrables heures d'observation et d'analyse, nous avons découvert qu'un morceau du Soleil a abandonné son orbite et se dirige vers nous. Nous ne savons pas encore de quelle partie du Soleil il s'agit, mais nous savons qu'une fois qu'il nous aura frappés, nous n'aurons peut-être plus de planète Terre. La tension dans la pièce est palpable. Tout le monde se regarde confusément. Adam répond à autant de questions qu'il peut, mais lui-même n'a pas toutes les réponses. En quelques minutes, la presse divulgue un enregistrement vocal du discours d'Adam et le monde devient fou. Tu viens d'entendre un extrait du discours d'Adam et tu n'es pas trop convaincu de sa validité. Même si le ciel s'éclaircit de seconde en seconde, il n'y a encore aucune raison de paniquer. Tu continues à conduire et soudain, tu ressens une vibration intense. Ta voiture se soulève du sol et les vitres se brisent. Tu t'éloignes et tu te mets à l'abri. Tu as vu un objet ressemblant à une comète s'écraser au milieu de nulle part, à des kilomètres de là. D'autres de ces objets semblent se diriger vers le sol. Tu démarres ta voiture et tu repars en essayant de trouver un endroit où te cacher. Les cendres commencent à couvrir le ciel, ce qui le rend encore plus chaud qu'il ne l'est déjà. La Terre est brûlante, tandis que le trafic s'accumule à cause des gens qui veulent s'échapper, mais qui n'ont pas de véritable endroit où se réfugier. Tu finis par abandonner ta voiture et partir à pied, en essayant de trouver un endroit pour te rafraîchir et t'éloigner des rayons du soleil. Même si les cendres obscurcissent le ciel, le soleil continue de les traverser. Tu te diriges vers les bois et trouves une grotte pour te rafraîchir. Il fait encore chaud, mais au moins tu peux te calmer et réfléchir à la suite. Tu sors ton téléphone et essaies de voir s'il y a des nouvelles de ce qui se passe. Mais rien ne semble être mis à jour. Tu continues à actualiser, mais rien ne fonctionne. Soudain, tu entends des gens qui se rapprochent et qui t'ordonnent de sortir de la grotte. Adam est avec les meilleurs scientifiques du monde pour essayer de trouver une échappatoire. Tout le monde lui présente des solutions, mais au final, aucune d'entre elles n'est viable. Ils ont passé des heures dans le bureau, mais à chaque minute qui passe, le soleil devient plus fort et le ciel plus lumineux. On a l'impression que rien ne peut être fait, jusqu'à ce qu'Adam ait une idée.
Il capte l'attention de tout le monde et demande aux personnes qui ne contribuent pas de quitter la pièce. Il explique qu'il faut lancer une fusée dans l'espace qui pourra détourner la grande masse qui se dirige vers la Terre avant qu'elle n'entre dans l'atmosphère. Il ne reste que quelques heures avant que le ciel ne devienne dangereux et impraticable aux aéronefs. Pour l'instant, tous les vols du monde ont été annulés. Il n'y a qu'une petite fenêtre d'opportunité pour faire décoller cette fusée et sauver le monde. Adam convoque les meilleurs ingénieurs qu'il puisse trouver pour paramétrer la fusée et rassemble les astronautes volontaires pour la mission. Ils suivent une formation de base rapide et commencent à planifier les prochaines étapes. Après de nombreux briefings, ils sont prêts, mais ils n'ont qu'une seule chance de détourner l'objet massif. Les astronautes sont prêts et commencent à entrer dans la fusée. Soudain, tu surgis de nulle part, vêtu d'une combinaison spatiale. Tu es l'un des principaux astronautes du programme. Les personnes qui t'ont trouvé dans la grotte venaient de la NASA et essayaient de te recruter en vue de cette mission. Tu rencontres Adam et il te briefe rapidement sur ton rôle. Comme la mission se déroule à la toute dernière minute, Adam n'a même pas eu le temps de s'asseoir avec toi et de te donner la formation ou le briefing approprié. Tu rentres dans la fusée et prends place. Les ingénieurs et les scientifiques se rassemblent pour s'assurer que tout est en ordre avant le décollage. L'objet massif se rapproche et si la fusée est retardée, alors elle fondra lorsqu'elle atteindra la dernière étape de la mission. Tu es sanglé et la fusée commence à vrombir. Tous les systèmes sont en état. 3, 2, 1, décollage. La fusée s'élance dans le ciel. Il y a des couches supplémentaires de protection sur ta visière et heureusement, car tu as l'impression de te rapprocher du soleil. Après quelques minutes, la fusée quitte l'atmosphère terrestre et se trouve devant l'objet massif. La fusée se fige dans une position stratégique, attendant le bon moment pour éjecter l'objet de sa trajectoire en direction de la Terre. Pendant ce temps, tous les habitants de la planète se cachent dans des bunkers alors que des débris détachés de l'objet les bombardent. Une équipe de nettoyage sera prête à se débarrasser des roches spatiales brûlantes. Les bunkers sont équipés de nourriture, d'eau et d'électricité, au cas où il faudrait rester sous terre pendant un certain temps. Il ne reste que quelques minutes avant le moment crucial. Tu appuies sur un bouton et tu te prépares à déployer une grande pointe aussi longue que la Statue de la Liberté. La pointe est maintenue par un support attaché à la fusée. Le support va tirer la pointe comme un arc avec une flèche et l'envoyer directement à travers l'objet massif, le brisant avant qu'il ne fonde. Moins d'1 minute avant l'impact, la flèche est étirée et libérée. La pointe de celle-ci est dotée d'un foret en titane qui percera l'objet dès qu'il sera touché. La flèche est libérée et s'enfonce dans l'espace en brisant de petits fragments d'objets spatiaux sur son passage. En accélérant, elle atteint finalement l'objet massif et le transperce. Mais rien ne semble se passer. Le foret arrive à peine à traverser le centre. Heureusement, Adam avait pensé à un plan B. La fusée, toujours immobile, tire un laser à l'endroit où se trouve le pic pour accélérer les choses. Le laser commence à liquéfier la matière pour atteindre le noyau. L'objet se rapproche et accélère. Il ne s'est toujours pas brisé en morceaux. Moins de 2 minutes avant l'impact et tout le monde est à court d'options. Adam a un dernier tour dans sa manche. Il ordonne à tout le monde d'évacuer la fusée et de se rendre dans les capsules de secours. Il veut mettre la fusée elle-même sur une trajectoire de collision directe avec l'objet. Il règne maintenant une grande confusion. Toi et tes coéquipiers vous dirigez rapidement vers les nacelles et vous éjectez à une distance sûre. Ces nacelles ne flotteront pas aléatoirement dans l'espace car elles ont de l'air pressurisé qui leur permet de se déplacer dans la direction souhaitée par le pilote. Tout le monde sort de la fusée pendant qu'elle fonce à toute vitesse sur l'objet. Les deux se dirigent l'un vers l'autre à pleine vitesse. Il ne reste que quelques secondes avant l'impact. Le monde entier retient son souffle. Cette fusée est maintenant notre seul espoir de sauver la planète Terre et ses habitants. La fusée commence à fondre avant l'impact. Et soudain, une grande onde de choc se propage dans le ciel. La fusée a réussi à briser l'objet massif en 1000 morceaux. Le problème maintenant, ce sont les petits débris qui tombent sur la Terre. Mais comme la plupart des gens sont dans des bunkers, ils sont en sécurité. Adam et ses collègues jubilent. Toi et le reste des astronautes êtes sains et saufs et rentrez sur Terre en toute sécurité. La prochaine phase pour tout le monde sur Terre est de reconstruire tout ce qui a été détruit. Les gens devront tout recommencer à zéro, mais ce n'est que le début d'un nouveau chapitre de la vie.
À un moment donné de sa longue et très intéressante histoire, notre chère planète Terre était en train de roupiller tranquillement, faisant son petit bonhomme de chemin, tournant autour du Soleil. Et puis, bam! La vie commence à s'emballer. Les plantes et les animaux se mettent à se pavaner, dévoilant toute leur complexité. Un peu plus tard, il y a environ 65 millions d'années pour être exact, une catastrophe cosmique se produit. C'est du moins ce que nous supposons. Un astéroïde s'est probablement écrasé sur la Terre, anéantissant les dinosaures et un tas d'autres grands animaux. Nous n'avons pas beaucoup plus de détails sur l'astéroïde en question. Mais nous savons qu'il était extrêmement massif et qu'il s'est écrasé sur notre précieuse planète, créant un chaos poussiéreux qui s'est répandu partout. Aujourd'hui encore, on trouve des vestiges de cette couche de poussière dans les roches sédimentaires. Si tu creuses en dessous, tu y découvriras tout un tas de fossiles. Ces créatures préhistoriques menaient la grande vie avant que l'astéroïde ne vienne gâcher la fête. Imagine que la planète fasse le ménage, laissant un tas d'espaces vides qui n'attendent que d'être remplis. Et devine qui a profité de l'occasion ? Les mammifères pardis. Ces petites créatures à fourrure se sont faites connaître. Mais comment se fait-il que cette catastrophe ait été une si belle opportunité pour eux ? C'est assez simple, en fait. En l'absence de persécuteurs, ils ont grandi, se sont multipliés et ont vu leur population s'étendre. Toutes sortes de mammifères se sont joints à eux pour combler les vides. Primates, rongeurs, bref, toute la bande à fourrure. Nous parlons ici de mammifères placentaires, de marsupiaux et même de mammifères pondant des œufs, ce qui ajoute une sérieuse touche de variété au mélange. Nous aimons considérer les primates comme nos plus proches parents sur Terre. Quelle est leur histoire ? Il y a environ 63 millions d'années, quelques millions d'années après la dernière danse des dinosaures, les primates ont décidé qu'il était temps de se réunir en famille. Ils se sont divisés en deux groupes. Les haplorhiniens, qui sont devenus les petits et les grands singes que nous connaissons aujourd'hui, et les strepsirrhiniens, qui sont devenus les lémuriens et les aïe-aïe. La fête ne s'est pas arrêtée là. Il y a environ 58 millions d'années, les haplorhiniens ont entamé leur propre petite mission. Un invité spécial, le tarsier, a fait son entrée en scène. Avec ses grands yeux parfaits pour toutes sortes de manigances nocturnes. Le tarsier a choisi un chemin différent de celui de ses parents primates, embrassant sa niche unique et évoluant à l'écart. Aujourd'hui encore, le tarsier est le seul primate à se nourrir exclusivement de viande. Ces petits bonshommes ont un goût prononcé pour les insectes, les petits oiseaux, les rongeurs et même les lézards. Mais ce n'est pas tout ce qui les rend uniques. Leurs yeux sont 2 fois plus grands que leur cerveau. Leur tête peut aussi effectuer une pirouette de 180 degrés, comme un hibou. Grâce à leurs caractéristiques, les tarsiers sont les véritables rois et reines de la nuit. Grâce à leur super pouvoir de repérage des ultrasons, ils peuvent détecter leur proie instantanément. De plus, leurs pattes et leurs pieds sont tels des ressorts, toujours prêts à les faire bondir. Ils possèdent un os spécial de la cheville, le tarse, qui leur permet d'effectuer des sauts de proportions épiques. D'où leur nom, si tu te posais la question. Mais laissons ces petites créatures se reposer et revenons à notre histoire. Il y a environ 55 millions d'années, la Terre a monté le thermostat, littéralement. Cette chaleur s'est avérée un peu trop difficile à supporter pour de nombreuses créatures et plantes des profondeurs de l'océan, et elles ont tiré leur révérence. Mais chaque fin est toujours le commencement d'autre chose, n'est-ce pas ? Les mammifères océaniques connus sous le nom de cétacés y ont vu leur chance et l'ont saisi. Ils se sont engouffrés dans ces niches vides et se sont rendus maîtres des mers. Dans cette catégorie de créatures, on retrouve la baleine bleue et le dauphin. Un primate particulier a fait son apparition il y a environ 47 millions d'années. Les scientifiques appellent aujourd'hui affectueusement le fossile de cette créature Ida. Cette petite merveille a fait sensation, car elle a d'abord été présentée comme le chaînon manquant de l'évolution humaine. Mais voici la partie la plus hilarante. Il s'est avéré qu'Ida ne faisait pas partie des haplorhiniens à nez sec, mais plutôt des strepsirrhiniens à nez humide. Il y a 40 millions d'années, un autre événement majeur s'est produit dans le monde des primates. Les singes du Nouveau Monde, nos lointains cousins, ont décidé d'emprunter un chemin différent et de se détacher de notre lignée de singes de l'Ancien Monde. Ils ont pris leurs affaires et sont partis à la conquête de l'Amérique du Sud, où ils vivent encore aujourd'hui. Quelle est la différence entre les deux, me diras-tu ? Eh bien, un élément crucial les distingue.
Les singes de l'ancien monde avaient les narines orientées vers le bas. Il y a environ 25 millions d'années, une autre bande de singes est entrée en scène. Ceux-ci avaient une particularité, ils n'avaient pas de queue. Ces créatures uniques allaient redevenir nos plus proches parents. Il s'agit des singes et des grands singes, des mecs cool qui partagent avec nous un grand nombre de similitudes génétiques. Le premier singe à s'être libéré de cette folie simiesque est le gibbon. Il y a environ 18 millions d'années que ce petit acrobate a fait son entrée sur scène. Quelques millions d'années plus tard, les grands singes se sont également joints à eux. Les orang-outans auront été les pionniers, s'aventurant dans les régions sauvages du sud de l'Asie. Nous nous rapprochons de plus en plus du présent. Il y a 7 millions d'années, les grands singes ont pris un tournant significatif sur la route de l'évolution. L'une des voies menait à nos ancêtres, les futurs Homo sapiens, tandis que l'autre conduirait aux chimpanzés et aux bonobos. Ces deux branches de primates sont restées soudées pendant quelques millions d'années avant de prendre des chemins différents. Il y a 5 ou 6 millions d'années, un singe a changé la donne. L'Ardipithèque a fait son entrée dans l'histoire de notre évolution. Il possédait un talent très particulier, la bipédie. En effet, il s'agissait là de l'un des premiers singes à marcher sur 2 pieds, ce qui a probablement suscité la plus grande circonspection de la part de ses compagnons primates. Les véritables vedettes, cependant, sont arrivés il y a environ 4 millions d'années. C'est l'équipe des Australopithèques, les premiers membres de la sous-tribu des Hominina, notre tribu à nous. Qu'est-ce qui les rendait si spéciaux? Eh bien, probablement le fait qu'ils soient venus aussi bien équipés, d'outils en pierre, pour être précis. Il semble qu'à un moment donné de leur évolution, ces astucieux primates aient commencé à utiliser la pierre pour se faciliter la vie. Maintenant, voici un tournant crucial de notre l'histoire. Il y a environ 2 millions d'années, nos ancêtres ont été confrontés à une famine de grande ampleur. La survie du plus fort était alors le mot d'ordre, et 2 stratégies ont vu le jour. Le premier groupe a opté pour des mâchoires plus puissantes, ce qui lui a permis de mâcher des aliments coriaces comme les noix. Le second groupe a eu une toute autre idée. Il a opté pour des mâchoires plus faibles, mais des cerveaux plus gros. Il voulait avoir accès à une plus grande variété d'aliments. Évidemment, c'est le groupe au cerveau le plus développé qui l'a emporté. Et c'est là que notre équipe entre en jeu. Il y a environ 2,5 millions d'années, un type de primate surnommé l'homme habile a marqué l'histoire. Ces créatures intelligentes avaient un plus gros cerveau et savaient comment utiliser ces neurones à bon escient. Puis, il y a environ 1,9 million d'années, une nouvelle étoile est apparue au firmament, l'Homo erectus. Ces créatures ne se contentèrent pas de marcher debout. Elles avaient aussi un cerveau presque 2 fois plus gros que celui de l'Homo habilis d'antan. Ils ont pris le monde par surprise, en devenant les premiers de nos ancêtres à s'aventurer hors du continent africain. Ils savaient même apprivoiser le feu. Il y a environ 700 000 ans, le monde a ensuite connu une révolution culinaire, lorsque les premières traces de cuisine sont apparues. Et il y a environ 500 000 ans, nos ancêtres ont décidé qu'il était temps de devenir esclaves de la mode en arborant les premières traces de vêtements. Notre propre espèce est née il y a seulement 300 000 ans. Je t'avais bien dit qu'on était à la traîne. Mais le monde n'a plus jamais été le même après l'apparition de l'Homo sapiens, l'homme moderne sur le plan anatomique. Aux côtés d'autres membres de notre famille, nous avons émergé, prêts à conquérir le monde avec nos esprits novateurs et nos sociétés complexes. Le cheminement exact de notre évolution reste un peu mystérieux. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que les Néandertaliens se sont joints à la fête à un moment ou à un autre. L'essor de l'Homo sapiens s'est accompagné d'un développement des capacités linguistiques. Le langage moderne serait apparu presque en même temps que notre espèce. Nous avons commencé à nous exprimer, à partager des histoires et à façonner le monde avec nos mots. Et voilà le travail. Il aura fallu 13,8 milliards d'années d'histoire cosmique pour que les humains fassent leur entrée. Réfléchis-y. 99% du temps écoulé depuis le Big Bang, nous n'étions même pas là. Notre espèce, l'Homo sapiens, est la petite dernière de la famille Terre et n'existe que depuis une infime partie du temps alloué à l'univers. Pourtant, en un clin d'œil, nous avons réussi à démêler toute l'histoire qui nous a menés à notre propre existence. L'histoire ne s'arrêtera pas avec nous. C'est une saga en cours qui s'écrit à chaque instant.